métiers. Et ça nous fait une transition toute trouvée pour notre première table ronde. On va parler de l'impact de l'IA sur les métiers de l'embarqué. Quelle transformation? On va parler de formation, d'attractivité, d'accompagnement au changement. Merci donc d'accueillir nos 5 invités de cette table ronde. Sylvie Retailleau, Franck Dupré, Éric Stéphanie, Loïc Roussel et Florian Larue. Madame et messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre pour cette table ronde et vous installer, on peut les applaudir pendant qu'ils arrivent sur la scène. Alors je n'ai pas de plan de table, donc installez-vous comme vous le souhaitez. Prenez les sièges qui suivent ici. Loïc, Franck, Florian, bonjour. Éric nous rejoint et Sylvie Retailleau nous rejoint également. Je vais vous les présenter dans un petit instant si vous ne les connaissez pas tous. Madame la ministre, installez-vous où vous voulez. Éric, la même chose. Voilà, donc merci d'être là, comme vous vous mettez là, je me rapproche aussi. Donc on va faire un petit tour de table rapide de nos participants. Je commence avec vous Sylvie Retailleau, bonjour. Vous avez tous des micros, hein, je précise. Éric, en voici un, voilà, bonjour. Pour que vous puissiez Bonjour à tous et à toutes. Intervenir. Ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis depuis quelques semaines, depuis le mois de janvier, la présidente d'Universcience, c'est l'établissement public qui rassemble le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Et de l'industrie, bien sûr, c'est très important. Palais de la Découverte 2027, c'est un objectif qui va être Le Palais de la tenu. Découverte sera réouvert au Grand Palais, dans le Palais d'Antin, début 2027. Bonne nouvelle, voilà. À vos côtés, Franck Dupré, PDG d'Altim. Et aussi, Franck, vous êtes le président cette année du jury des trophées de l'embarqué. Altim, nouveau partenaire de ces assises. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil, notamment pour cette première apparition d'Altim en tant que sponsor, particulièrement auprès du bureau de Enmedit France. Donc ravi d'être là. Éric Stéphanie à mes côtés, on vous a entendu donc Éric à l'instant, le trésorier, vice-président de l'association, mais vous êtes ici en tant que PDG du groupe Viveris. On parlera évidemment des impacts sur les métiers et sur les formations. On en parlera d'ailleurs également avec vous, Loïc Roussel, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'école d'ingénieurs ESIA. On parlera donc aussi de cet impact. Et à vos côtés, Florian Larue, responsable du département système centré sur l'humain, et c'est au CATI. Là aussi, on parlera peut-être des aspects un peu plus éthiques, philosophiques de toutes ces évolutions. Sylvie Retailleau, je commence peut-être avec vous sur cette table ronde, sur l'impact sur les métiers et les formations. 2 messages. Vous dites, on a commencé à en parler, certes il y a de la machine, certes il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a de l'humain. Et puis l'IA, on le verra, transforme les métiers, mais surtout les responsabilités. Je commence par l'importance de cette interaction efficace entre l'homme et la machine. Oui. D'abord, merci de l'invitation. Ravie d'être ici parce que moi, initialement, je suis enseignant-chercheur en physique, mais surtout en électronique. Et donc, le côté système embarqué et les formations, j'étais responsable de formation dans ce domaine. Donc, ça me parle beaucoup. C'est 35 ans de carrière dans lesquels on voit l'évolution. On voit l'évolution évidemment dans l'industrie, mais dans les formations évidemment, et par rapport aux jeunes. Et aussi sur le terrain par rapport aux citoyens. Et ce côté humain, si je prends ma casquette plus citoyenne et voilà, ayant pas mal d'activités sur l'IA, etc., les gens, quand on parle de système embarqué, on l'a vu sur les applications, c'est la médecine, c'est les transports. Donc quand ils sont dans un avion, ils se disent oui, c'est super parce que les performances sont augmentées, il y a l'IA, il y a le système embarqué, mais est-ce qu'il y a un homme qui prend les décisions? Où est la responsabilité? Où est la chaîne de décision? Finalement, le côté interaction en machine, c'est quelque chose qui est très fort aussi dans l'approche de l'intelligence artificielle et en particulier dans les systèmes embarqués, avec tous les interfaces, l'électronique et tout, mais la place de l'humain. Et je pense que l'impact de la façon dont on enseigne, et on en parlera sûrement, les systèmes embarqués, l'IA dans les filières, que ce soit les filières d'ingénieurs, mais aussi la façon de le penser, cette évolution. Je pense à la recherche, l'impact de la recherche, la formation adossée à la recherche qui fait le développement justement. Et je pense que ce secteur-là, effectivement, est important. Donc important parce que, effectivement, la décision, à un moment, cette ingénierie de décision, c'est quelque chose peut-être de différent aujourd'hui dans cette chaîne, et ça s'apprend aussi. Voilà, le fait de dire que ça va aider, ça va alerter, ça va rendre le système plus rapide, plus performant, mais
à un moment, le contrôle par l'humain, la reprise du contrôle et en tout cas la décision finale aussi et la responsabilité au niveau de l'industrie, peut-être même qu'elle remonte la chaîne de responsabilité et le niveau, c'est quelque chose d'important d'en prendre conscience et d'en prendre conscience dès le début. Et je pense que ce qui touche au niveau des formations, dans ces formations d'ingénieurs, mais que ce soit de systèmes embarqués, d'électronique, de systèmes et d'intelligence artificielle, c'est cette diversité finalement, on casse les silos. C'est-à-dire qu'on ouvre énormément, non seulement dans les applications, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des médecins, on va travailler avec des gens du transport, et je dirais que les médecins, les juristes, etc., doivent être aussi formés à l'IA et à toutes ces problématiques, puisqu'il y a toutes les problématiques de régulation, d'éthique, etc. Donc on voit que ça demande une interdisciplinarité, une ouverture. Finalement, on a un peu l'habitude de ça dans le côté système embarqué par cette vision système complexe, mais cette vision systémique, holistique, qui va aller du juridique, de l'éthique, mais aussi des applications, comment on travaille avec, encore une fois, les juristes, les médecins, etc. C'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans tous les domaines, mais peut-être encore plus dans le côté intelligence artificielle et système embarqué. On va passer la parole aux deux sociétés qui conseillent, qui accompagnent les entreprises. Je commence avec vous, Franck Dupré. Vous dites aussi, vous, que cette innovation, ces évolutions, il faut y mettre de la responsabilité. C'était un peu le cœur de nos échanges quand on a préparé cette table ronde. L'innovation doit être responsable. Oui, tout à fait. Comme dit Mme Retailleau, à notre échelle, effectivement, on est amené à concevoir des logiciels. Je pense que tout le monde adhère au fait d'utiliser l'intelligence artificielle et elle est très largement utilisée chez nous. Il y a effectivement deux volets. Le volet de concevoir, certes, un logiciel, on le faisait déjà auparavant. On va accélérer, on va essayer de gagner en temps. Il ne faut surtout pas perdre les pédales, comme je le dis, si je peux me permettre. Il faut être capable d'avoir cette vision système et d'être en maîtrise aux commandes du logiciel développé. À l'opposé, j'ai appris le terme hier, il y a le vibe coding, je ne sais pas si vous connaissez, c'est on développe à la volée, puis on va bien voir ce que ça donne, mais ça fonctionne, tant mieux, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est important de rester aux commandes, d'être vraiment l'architecte système peut-être de demain, avec cette aide d'IA, d'agents, parfois d'être capable d'orchestrer tout ça sous forme d'un multi-agent tel un chef d'orchestre, mais on doit rester effectivement dans le métier de l'ingénieur, dans le sens critique de la compréhension de la lecture et d'aller au fond des choses pour vraiment comprendre comment finalement cette bête noire là réagit et pas en avoir peur, mais l'utiliser tel du judo comme une force augmentée. Utiliser la force de l'autre. Hein, exactement. Voilà. On est une sorte d'exosquelette, je crois que vous disiez ça sur BFM. On parle souvent des exosquelettes et il y a de belles boîtes françaises en plus dans ce je suis tout à fait d'accord avec ça. Secteur-là. Le patron que vous êtes, comment il a changé ces dernières années, ces derniers mois, sur sa stratégie, sur son recrutement, sur la formation? Qu'est-ce que cette IA a changé dans le groupe Altim et sur votre façon d'être manager? Alors, mis à part plus de cheveux blancs, parce que ça représente un sacré challenge. Mais ça nous arrive tous, hein, ça. Mais je pense qu'on est à peu près, oui, voilà. Non, je pense que chez nous, il y a deux grandes équipes, on va dire l'équipe au siège, avec laquelle on va peut-être essayer de gagner sur des fonctions administratives en temps. On va essayer d'utiliser l'IA pour faire du matching entre les candidats et les besoins de nos clients. On va vraiment utiliser ça comme un accélérateur et recentrer finalement le métier de chacun sur son expertise de base, quoi. Faire de l'admin à des RH ou des DRH ou des DAF, c'est fini. Maintenant, on fait faire ça par l'IA. Donc ça, c'est la partie, on dirait, de siège, de structure d'Altim. Et la partie, je dirais, technique, on l'accompagne évidemment fortement de plus en plus parce que on ne voudrait pas se faire doubler. L'IA, ça ne sera pas, je pense, quelque chose qui remplacera nos consultants, mais c'est peut-être ceux qui ne l'utilisent pas qui vont nous remplacer. Ceux qui l'utilisent qui vont nous remplacer. Donc il faut vraiment être capable de former et accompagner nos consultants dans cela et surtout pas perdre le sens de l'ingénieur critique avant tout. Voilà. Donc là, on est sur du qualitatif, mais évidemment, derrière ça, il y a le quantitatif et la question de suppression de métiers, moins de postes, etc. Est-ce que c'est quelque chose déjà que vous envisagez ou est-ce que vous dites on s'en sortira, on maintiendra le même niveau d'effectifs, voire plus, que si on va, c'est ce que vous avez dit, vers de la valeur ajoutée et de l'expertise?
Ah, c'est tout à fait ça, c'est valeur ajoutée absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas voir le cap vers lequel on accompagne nos clients. Je pense que c'est un maître mot, surtout dans ces derniers temps où, on va dire, économiquement, c'est un petit peu challenging. Le mot est faible, je pense que Numéum a édité les derniers chiffres, c'est une année quand même assez particulière, donc on est tout le temps dans la réflexion de faire gagner plus aux clients. Et l'IA, je pense, est un des moyens qui permet de montrer des gains directs d'économie dans ce sens. Oui, tout à fait. Eric Stéphanie, même question. L'évolution du patron de Viveris que vous êtes, l'évolution donc en termes de stratégie, l'évolution en termes de management, de recrutement et aussi de relations bien sûr avec vos clients. En fait, ce qu'on vit, je pense, dans nos métiers, on n'a jamais vécu. C'est particulièrement disruptif parce que si on regarde l'IA depuis quelques années, on l'utilisait plus dans les solutions intégrées dans les produits de nos clients. C'était une autre façon de faire de l'algorithmie, c'était une autre façon de traiter les données. Mais fondamentalement, ça ne changeait pas notre métier d'ingénieur. Ça changeait en niveau de compétences, mais sur la façon de développer un produit, ce n'était pas si différent. Là, ça change complètement notre façon de travailler. Et moi, en tant qu'ingénieur dans ce secteur-là, c'est la première fois que je rencontre cette situation. Et ça va même plus loin que nos ingénieurs, ça va sur, comme Franck en a parlé, tous les acteurs de l'entreprise. Donc et je pense qu'on est en train de le découvrir. C'est-à-dire je pense que même aujourd'hui, il est encore difficile de se dire quel va être l'impact. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Si on s'adapte, je pense qu'on n'aura pas de problème d'emploi, de travail pour nos ingénieurs, en particulier dans les activités où on fait des produits, parce que c'est des marchés concurrentiels. Donc de toute façon, nos clients doivent faire évoluer leurs propres solutions. Mais néanmoins, il faut qu'on se forme, il faut qu'on évolue, et ça va très très vite. Nous, on a une approche au début, finalement un réflexe assez top-down. Je pense qu'on a arrêté. On est passé dans une approche beaucoup plus bottom-up, parce qu'il faut que ça vienne d'une pratique des équipes. Si vous essayez de le faire descendre par en haut, de toute façon, tous les 3 mois, vous avez une vision différente. Des solutions dans le développement logiciel. Alors on a noté en particulier que ça démarrait plus vite sur le monde de l'IT que sur le monde des systèmes embarqués. Nous, on a les 2 activités. L'IT, ça a été beaucoup plus rapide. Les systèmes embarqués, pour des raisons probablement de sécurité, d'un environnement plus contraint, l'avancée est moins rapide, mais elle va venir. Donc, on est obligé d'être dans la réactivité. Et ensuite, moi, je suis pas inquiet, on va s'adapter. Et c'est aussi un moyen de gagner du temps, d'être plus efficace. On y reviendra peut-être, mais je suis complètement d'accord avec Madame Retailleau, c'est qu'on peut... En fait, ça nécessite une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large. Puisque une spécialisation trop forte, elle est balayée parce que des aspects... Parce que tout change trop. Oui, et puis des aspects très spécifiques peuvent être traités par la machine. On va parler de la formation. Loïc Roussel-Bourgeour, dont vous êtes le directeur général de l'ESIEA. Vous, qu'est-ce que ça change en termes de formation, d'adaptation justement aux besoins du marché? J'imagine que vous êtes un des premiers maillons de la chaîne de formation puis du recrutement. Ça change pas mal de choses, tout ce qu'on est en train de vivre. En fait, ça change et ça ne change pas à la fois. C'est-à-dire que déjà dans les métiers de l'informatique, de toute façon, ça change depuis toujours. Enfin, vous imaginez bien que déjà il y a 20 ans, on n'imaginait pas du tout ce qu'il pouvait y avoir quelques années après. Donc il y a une forte accélération avec l'IA qui est très disruptive, comme on vient de le dire. Il y a déjà eu quand même d'autres marches dans l'informatique, en tout cas très significatives, qui changent tout. Mais de ce même niveau, parce qu'on parlait avec Eric et donc avec Franck de ce qui est en train de se passer, on a le mot sur le kakémono. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution qu'on est en train de vivre? Je pense que c'est une révolution. Je pense que c'est pas la première, en tout cas dans l'informatique. Je pense que là, la grosse différence, c'est forcément l'accélération. Plus le temps passe, plus ces évolutions créent des accélérations extrêmement fortes, donc des changements extrêmement rapides. Et surtout, je pense qu'avant, c'était des évolutions qui touchaient surtout l'informatique pour l'informatique. Donc c'était les informaticiens qui d'un seul coup se mettaient à travailler mieux, plus vite, etc., plus efficacement. Quand là, on est quelque chose qui dépasse très largement le domaine initial technique de l'informatique et qui va toucher tous les domaines, quasiment tous les secteurs d'activité. Après, est-ce que ça change fondamentalement nos formations? Non. C'est-à-dire que
Je pense que là, tout ce qui a été dit résume finalement assez bien le sujet. Quand on parle d'exosquelette, par exemple, c'est un mot que j'aime bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'un exosquelette, c'est pas un robot. Un exosquelette, c'est le prolongement de l'humain. Ça rappelle qu'il y a quand même un homme qui est le pilote. On apporte des choses supplémentaires à l'humain. On ne remplace pas l'humain. Pourquoi ça fait 60 ans typiquement à l'ESUA qu'on forme sur l'éthique, qu'on forme sur la curiosité, le développement durable ? Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire de l'intelligence artificielle sans tout ça. La machine, il y a plein de choses qu'elle va faire beaucoup mieux que l'homme, ce qu'elle fait depuis toujours. Elle a toujours eu plus de connaissances que l'homme, par exemple. Elle est capable d'emmagasiner plus de données. Sur un grand type de calcul, elle est toujours capable de le faire avec plus de précision et plus rapidement que l'humain. Tout ça, ça continue d'exploser effectivement avec une accélération très forte. Donc il y a plein de choses que ça sait faire. Il y a aussi des choses que ça sait absolument pas faire. Et donc on a vraiment besoin de cette vision justement systémique, c'est-à-dire toute la vue globale de tout le système, qui va inclure, comme on le disait, la responsabilité, les prises de décision critiques avec des paramètres qui ne sont pas que techniques. Une machine, ça ne sait pas hésiter, ça ne sait pas avoir des émotions. Il y a tout un tas de choses que ça c'est pas prêt de savoir faire. En tout cas, en informatique classique, si on enlève le quantique, ça c'est pas prêt de le savoir faire. Donc il y a encore plus, j'ai envie de dire, encore plus besoin de l'ingénieur, parce que le rôle de l'ingénieur, c'est quoi ? C'est pas un technicien qui va faire de l'exécution. C'est quelqu'un qui va avoir la vue globale, qui va être capable de prendre tous ces paramètres et qui va du coup pouvoir diriger ça. Et maintenant, il a un outil formidable qui s'appelle l'intelligence artificielle et qui, effectivement, dans tous les domaines, lui permet de le faire plus vite, mieux, mais il faut comprendre ce qu'il fait. Sinon, il va rajouter des failles de sécurité, il va rajouter des problèmes, et certes, il va aller vite, mais sur le moyen terme, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Mais quand on voit passer les premiers plans de départ dans certains grands groupes, ils le disent assez fortement, c'est lié à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que le directeur d'une école d'ingénieurs, ça l'inquiète ou pas ? Ou est-ce que vous vous dites ce que vous nous avez dit, on aura besoin, et peut-être de plus en plus, des ingénieurs dans notre économie ? Je pense qu'il y a beaucoup de postes de techniciens au sens large, de métiers d'exécutants techniques qui vont effectivement disparaître, qui disparaissent déjà, comme il y a déjà des machines qui ont remplacé les ouvriers dans les usines. Ça, c'est effectivement le prolongement de ça. L'ingénieur, c'est celui qui conçoit, c'est celui qui valide. Là, ça lève justement toutes ces questions de sécurité, de normes, de qu'est-ce que la machine peut faire, là où on doit garder un humain parce qu'on n'a pas envie que la machine le fasse, même pas que c'est pas possible techniquement, c'est pas pour rien. L'exemple de l'avion tout à l'heure, parce qu'on a vraiment envie que 100% des décisions soient prises par la machine, pas forcément. Toute cette partie conception, c'est vraiment complètement le rôle de l'ingénieur. Toute cette partie vue globale, pas que technique, c'est complètement le rôle de l'ingénieur. La CTI, depuis longtemps, dit on forme l'ingénieur et l'homme avec un grand H. C'est bien parce qu'on n'apprend pas que de la technique dans une école d'ingénieur. Je vous donne la parole dans un instant, Florian, mais une petite question, Sylvie Retailleau. Je rebondis sur ce que vient de dire Loïc. Est-ce qu'on est en train de vivre cette révolution pour les cols blancs, ce qui a été celle de la robotisation pour les cols bleus ? Il y a quelques années, on s'inquiétait de nos métiers pour les ouvriers. Maintenant, c'est pour les ingénieurs et autres cadres. Est-ce qu'on est en train de vivre la même chose ? Est-ce que le parallèle est pertinent ? Je pense qu'il faut, même dans la robotique, dans ce qu'on a vécu, repasser. Moi, je rappelle toujours que, en fait, ça a commencé, c'était les usines de Jacquard dans les 1850. Et le premier où il y a eu une révolution parce que les ouvriers ont eu peur d'être remplacés par la machine, c'est les premières cartes perforées et c'est la révolte des canuts. Des canuts à Lyon. Donc, et voilà, ça a démarré, c'est progressivement allé. Donc, c'est pas à un moment. Et je pense que moi, ce que je vois c'est que je rejoins évidemment ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a une diversité de métiers qui vont changer. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que former des ingénieurs, bien sûr, on en a de plus en plus besoin et on en manque, mais dans tous les parts d'ingénieurs, etc. Mais on manque aussi de techniciens dans beaucoup. Et si je prends le domaine de l'IA, de l'informatique, etc., il y en a qui me disent, en fait, on utilise nos ingénieurs à Bac+5 qu'on a formés, dont on a investi et tout, à vérifier les données, parfois de la robustesse des données, etc. Donc, je pense que même au niveau des métiers des techniciens sur la chaîne, il y a une évolution et il faut qu'on fasse quand même attention, tout en ayant énormément besoin. On a des gens qui doivent être intéressés par un métier qui a du sens, qui doit être traité à son niveau. Et on a quand même besoin, je dirais, dans toute la chaîne, de personnes qui vont assurer les problèmes des données, qu'il y a un vrai problème de véracité des données, de contrôle des données, etc. C'est peut-être pas un ingénieur. Donc, je pense qu'il y a un changement de métier. Je pense aussi aux docteurs. On n'en parle pas beaucoup. Et pour autant, c'est ce qui fait la compétitivité de tous les pays en Europe, peut-être sauf en France.
et c'est pour moi un problème. Et je pense qu'il faut aussi là regarder ça. Quand on veut être innovant, compétitif, on doit avoir un équilibre. Et on a une chance en France d'avoir une richesse de formation quand même de très bonne qualité, et dont je pense on n'exploite pas assez tout le spectre, toute la richesse, par rapport aussi en face à une richesse de profil de jeunes. Véronique l'a dit, la formation c'est un processus. Et c'est un processus aujourd'hui où on a énormément de jeunes, on le sait, bien ou pas bien, c'est un constat, qui ont le bac, le niveau d'éducation, de formation, et ça c'est plutôt positif, à monter. Et donc quand on en a 80-90%, le spectre de profil est très large. Je pense, vous l'avez dit, aux filles, comment on attire des filles, on le sait, hein, la qualité d'une entreprise, la qualité d'une boîte, c'est aussi lié à la diversité des profils qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que vu notre qualité, notre diversité de formation, il y a de quoi sur l'ensemble de ces métiers qui vont évoluer et qui vont travailler avec, encore une fois, des secteurs différents, d'avoir une évolution sur les techniciens, sur les ingénieurs et sur les docteurs, parce que s'il n'y a pas une évolution d'adaptation dans ces trois catégories et l'utilisation aussi de docteurs, qui doit être en pourcentage moindre que les ingénieurs, mais qui doivent exister, sachant qu'en France, il n'est pas moindre, il est trop faible, ça va être quelque chose qui va nous bloquer dans l'innovation par rapport à nos voisins européens. Je pense à l'Allemagne, je pense aux pays nordiques, au Canada, au Japon, etc. Et ça, c'est vraiment un point. Peut-être une dernière chose, c'est par rapport à la formation, je pense qu'on change aussi de paradigme de formation. On le voit, ça évolue très vite. Nos jeunes qui vont être formés là, il y a aussi toute la formation continue, donc qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a tous ceux qui sont en poste. Donc ça évolue très vite. Et je pense qu'on doit former des jeunes qui sont d'abord avec des bonnes bases, mais ensuite capables de s'adapter. Et je pense que la formation doit revenir un peu à ce que disait un célèbre, c'est-à-dire une tête bien faite, avec vraiment comment on réfléchit, comment on s'adapte, comment on utilise toutes les briques avec des bases solides, plutôt que de remplir les cerveaux de nos jeunes pour le dernier logiciel utilisé, etc. Et ça, c'est vraiment important dans les 40 ans de carrière, peut-être plus, qu'ils vont avoir à dérouler ensuite. Et là, je m'adresse à l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'on est en phase? Est-ce que ce que vous dites, c'est en phase avec la réalité de l'enseignement supérieur en France? Alors, il y a de l'évolution énorme. Je pense que d'abord par la richesse des formations et l'enseignement supérieur et toutes les formations, que ce soit dans les écoles, les universités, enfin de la première année au 8e, hein, tous les niveaux, je pense que c'est un des secteurs dans les 10-15 dernières années qui a le plus évolué. Pour autant, le monde va tellement vite, on a besoin vraiment de créer ce lien avec l'insertion, on a besoin de ces nouvelles technologies, on a besoin peut-être de changer vraiment de mindset et d'insérer ce qu'on appelle le principe de formation tout au long de la vie, qui n'est pas juste la formation initiale suivie de la formation continue, c'est quelque chose où on doit naviguer, partir travailler dans l'entreprise, revenir se former, travailler ensemble, voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment continuer à évoluer dans l'enseignement supérieur français. Je passe la parole à Florian Larue. Voilà, donc je reprenais votre titre parce qu'il est très important. Responsable du département système centré sur l'humain. On va parler un petit peu, justement, on en a parlé, mais encore plus peut-être, aussi de l'acceptabilité de l'IA, que ce soit donc par les personnes qui sont formées, mais aussi dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de cette acceptabilité à l'heure actuelle? Je vais juste expliquer un petit peu ce que je fais, parce que c'est un positionnement qui est assez particulier. Moi, je dirige une équipe en fait, qui mélange sciences humaines et sociales et nouvelles technologies. Donc j'ai des docteurs et des ingénieurs en psychologie, ergonomie, biologie, anthropobiologie, bon bref, tous ces sujets-là, et des docteurs et des ingénieurs qui vont développer des technologies innovantes dans la réalité virtuelle, augmentée, le web, le monde connecté et l'intelligence artificielle. Et notre job, en fait, c'est vraiment d'aider les entreprises à développer des technologies qui soient adaptées aux usages et au fonctionnement de l'humain. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a une volonté de développer des technologies qui ont de la valeur en termes techniques et fonctionnels. Par contre, quand on les met dans les mains des utilisateurs finaux, c'est souvent fait à la fin et on se trompe souvent de sujet. La technologie est moins adaptée et moins acceptée. Donc en fait, voilà, on travaille sur des méthodologies pour aider les entreprises à développer des technos qui seront fonctionnels, centrés sur les usages, centrés sur le métier, centrés sur l'environnement. Voilà, c'est toutes ces problématiques qu'on va prendre en compte. Et dans l'IA, c'est exactement les mêmes sujets qu'on va travailler. On a beaucoup de sujets en ce moment autour de l'IA de confiance. C'est un peu ce que vous disiez.
tout à l'heure, mais il y a un vrai travail à faire, autant en termes techniques que de relations avec l'humain. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'IA en fait, qui sont développées aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément fonctionnelles, ou alors où on s'aperçoit également qu'il y a des IA où les utilisateurs reviennent en fait à des méthodologies plus simples, parce qu'on sort des usines à gaz qui ne sont pas adaptées à leurs usages. Voilà. Mais vous, votre rôle, c'est de simplifier ces usines à gaz. Est-ce que la relation que vous avez avec vos clients, avec les entreprises, c'est vous qui leur donnez des conseils, vous les écoutez? C'est un double sens, en fait. Ouais, alors la relation. Alors, en fait, notre job, en gros, c'est de prendre les méthodologies et technologies qui sont issues de la recherche scientifique et les monter à maturité industrielle. Donc, nos activités se basent sur des méthodologies scientifiques que l'on va mettre à disposition des entreprises, parce que c'est vrai que le sujet du facteur humain et tout ce qui est lié à la psychologie, et ergonomie et sciences humaines, c'est des sujets qui sont complexes à maîtriser. Donc, nous, on va plutôt venir avec des méthodologies que l'on a développées en interne et qu'on a validé scientifiquement et en termes d'usage en les montant en maturité industrielle avec les projets que l'on a directement aux entreprises. Donc là, par exemple, juste pour vous donner un exemple, on travaille sur un index d'IA de confiance pour les entreprises. En fait, on s'aperçoit que ce sujet d'IA de confiance, bon déjà c'est un sujet que les entreprises ne prennent pas forcément toutes en compte. C'est un peu compliqué parce qu'ils n'y voient pas le retour sur investissement dès le départ. Donc, on travaille sur un index qui va permettre d'évaluer une intelligence artificielle pour des entreprises qui n'ont pas la compétence en fait pour faire ce travail-là. Je reste sur les sujets des formations avec vous, Loïc Roussel, dans les entreprises, parce que en fait, vous formez en vue de recrutement, donc il y a aussi cette obligation de résultat. Les entreprises, vous entendez cette petite musique au sein des boîtes de l'acceptabilité qui a un peu de mal à passer vis-à-vis de l'IA, ou c'est finalement plus simple que ça? C'est sûr que l'acceptabilité, c'est toujours un sujet. Après, on en discute nous régulièrement avec les entreprises. Il y en a une autour de la table ronde qui vient régulièrement à notre conseil de perfectionnement, donc qui pourra vous en parler aussi. Nous, bien sûr, on a besoin de comprendre comment ça évolue techniquement, donc ça c'est quand même censé être nos métiers, mais aussi comment ça évolue dans l'usage derrière, et donc qu'est-ce qu'en font nos partenaires entreprises. C'est pour ça qu'il y a toujours un lien très fort entre les entreprises et les écoles. Je crois que l'acceptabilité, elle se fait naturellement petit à petit. En fait, on disait tout à l'heure, il y a une accélération qui est extrêmement forte, ça va extrêmement vite, encore plus que les évolutions ou les révolutions qu'on a eues avant. Plus ça va vite, plus c'est dur à accepter, forcément, parce que d'un seul coup, on a quelque chose de très différent qui arrive. Donc je pense que ça, c'est plutôt normal, et que voilà, ça va se faire petit à petit, peut-être forcé pour certains et subi pour d'autres, mais je pense que ça va être accepté dans tous les cas. On vient à nos deux entreprises de sociétés de conseil et d'accompagnement. Je vous laisse la parole, Eric. Sur vos relations avec les clients, qu'est-ce que vous mettez en avant à propos de l'IA? Vous leur dites c'est plus de productivité, donc mettez de côté tous les aspects de crainte, etc. Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, quand vous parlez d'IA, quand vous vendez ces deux lettres? Juste avant de répondre à votre question, sur les enjeux, tout à l'heure vous m'avez posé la question sur qu'est-ce qui aujourd'hui en tant que dirigeant, est-ce que ça vous inquiète en tant que dirigeant d'entreprise? Je profite du fait, c'est une parenthèse, d'être un endroit où il y a peut-être des micros qui nous écoutent au ministère de l'économie. On n'est pas loin, on ne sait pas. C'est que finalement, à court terme, ce qui m'inquiète plus, c'est l'augmentation des charges sur les ingénieurs qualifiés et les personnes qualifiées que l'IA, parce qu'il y en a un, je suis obligé de le subir, l'autre, on peut agir, et ça répond aussi un peu à votre question, c'est vis-à-vis des entreprises. Alors, on a noté un phénomène intéressant, et je vais revenir sur l'IT qui nous a un peu surpris, qui nous a remis en question au niveau de Numéum. C'est que finalement, c'est une analyse qui a été faite avec nos grands clients, c'est qu'il y a eu les grandes entreprises ont pris en compte l'IA avant les sociétés de conseil. C'est une des premières fois que c'est arrivé. Et ça vous a déstabilisé? Ça nous a déstabilisé, ça nous a un peu remis en cause, parce que se dire que c'est nos clients qui ont cette démarche avant nous, et je pense que c'est ce qui a été abordé, c'est que comme ça touche très largement dans l'entreprise, ils se sont posé la question très tôt. Et aujourd'hui, on a une démarche d'accélération, bien sûr. Par rapport à ça, il y a quand même des questions qui se posent. Si on parle de l'IA générative, tous les problèmes
propriété intellectuelle, de fuite des données, c'est quand même une question compliquée chez nos clients. Quand on travaille dans la défense, on abordera probablement le sujet tout à l'heure, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on voit une accélération dans l'utilisation, on voit un moyen de gagner de la productivité. La question, c'est qui va garder la marge. Est-ce que c'est nos clients? Est-ce que c'est un peu nous? Est-ce que c'est d'autres acteurs? Aujourd'hui, il y a quand même des acteurs américains en particulier qui proposent tout l'outillage. Donc, il faut aussi faire attention à ça, c'est que ce soit pas eux qui tirent bénéfice direct et immédiat de la marge. Donc, mais néanmoins, on sent une accélération avec quand même, ça reste aujourd'hui à un niveau très orienté POC quand même, mais on sent quand même à la fois une envie de le faire, mais aussi un peu un frein, parce qu'il reste des incertitudes, en particulier sur les aspects fuite de données et propriété. C'est une vraie question aujourd'hui. Dans le groupe Altim, est-ce qu'on a eu aussi ce sentiment un peu à un moment de perdre la main vis-à-vis de clients qui vous semblaient peut-être plus matures sur les questions de l'IA? Et est-ce que vous avez, surtout le plus important, repris la main depuis? Alors, je pense qu'effectivement, il y a déjà deux thèmes, là, l'AI dans l'IT ou la R&D, on avait un petit peu déjà parlé de ça tout à l'heure. Donc ça a été très vite, ça a été très bien décrit. Tout le monde l'a adopté dans les fonctions internes d'une entreprise. Le risque est moindre, alors, sauf pour les aspects peut-être juridiques et données. Mais imaginez si vous foncez à fond les ballons avec de l'IA embarquée sans avoir validé, vérifié ce que faisait l'IA et que même après, si tenté, ça fonctionne par chance, vous l'avez validé, mais derrière, vous ne pouvez pas la maintenir parce que le code a été développé d'une telle façon qu'il est lisible. C'est ce que me disaient mes consultants encore hier en discutant ou des clients cette semaine pour préparer cette table ronde. C'est pas jouable. Donc, je pense qu'il y a un frein dans la R&D à voir aller trop vite pour ne pas embarquer des problèmes futurs. Donc, on va pas aussi vite, mais par contre, on certifie et ça mérite de passer du temps. On ne sort pas un produit sur la place comme ça sans l'avoir vraiment décortiqué, même s'il y a l'IA qui l'a aidé. Ce sont les ingénieurs qui sont responsables, c'est eux qui signent. Oui. Donc la responsabilité, elle est vraiment chez nous, chez les consultants, chez les ingénieurs et chez les clients. Donc eu égard à cela, je dirais plutôt une grande prudence dans l'embarqué, de devoir aller aussi vite peut-être que l'IT. Et donc, voilà, c'est pas si simple, quoi. Et je rebondis avec une phrase que vous m'avez citée, Sylvie Retailleau. En tant que citoyenne, je veux savoir s'il y a de l'IA dans l'avion que je prends, à quoi elle sert et quels sont les dispositifs de contrôle humain. Cela implique des métiers tournés vers la vérification, on en parlait, la validation et la certification de l'IA embarquée. Mais finalement, on en rit, mais c'est exactement ça. C'est une phrase que j'ai souvent entendue, alors je me la suis appropriée. mais vous avez bien fait. Mais ça veut dire, voilà, donc tous ces enjeux derrière, en effet, c'est bien beau l'IA générative, etc. Mais derrière, il y a de véritables enjeux, soit de sûreté d'un côté, soit de sécurité même des citoyens. Est-ce qu'on prend assez en compte, selon vous, tous ces aspects-là ? Je pense que dans les entreprises, on le sait, il y a une évolution, etc. Mais oui, mais je pense que c'est important de l'expliquer. C'est-à-dire que ce qui nous paraît parfois évident quand on est dans le métier, c'est évident ou pas, parce que pour les ingénieurs et dans la formation, aujourd'hui, en tout cas, moi, je fais cours en ce moment, et je peux vous dire que tous mes collègues, le côté IA utilisé par les étudiants un peu pour tout, je ne vous préciserai pas pourquoi, mais vous le voyez, c'est quand même un problème. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, en fait, de cette utilisation responsable du code, parce que l'IA est capable de faire tout et n'importe quoi, mais aussi tout. Et en fait, ce côté, on doit tout vérifier, ça doit sortir, le contrôle, la responsabilité, je crois que c'est quelque chose qui s'inculque très tôt. Et donc, évidemment, la responsabilité des entreprises a été expliquée, mais d'abord, ça s'inculque, donc ça doit faire partie prenante de nos formations et de façon générale. Alors, on essaye, on l'inculque, etc., mais c'est important. Et puis, ça s'explique. Et je pense qu'effectivement, pour pas qu'on ait ce rejet, pour montrer qu'on est conscient des plus, des moins, du contrôle, de qui garde la responsabilité, il y a plein de questions. Je pense que le citoyen et la citoyenne, ils doivent entendre les doutes, les questionnements, mais aussi tous les processus de finalement garder la main, garder l'ingénierie de décision et la décision et ce contrôle par l'humain qui ne doit pas être uniquement ce qu'on appelle la boîte noire qui fait tout et dans lequel, mais où on doit maîtriser ce qu'il y a. Et je pense qu'il y a des messages très forts à expliquer
à passer pour pas qu'on ait ce rejet ou cette utilisation, parce qu'on connaît les dangers, les biais, ils sont là. Et donc, il y a vraiment une éducation et la formation à faire pour tout le monde et pas uniquement pour les spécialistes. Loïc Roussel, cette notion de responsabilité, d'éduquer aux bonnes pratiques, est-ce qu'elles sont prises en compte dans les formations de votre école ? Elles le sont et bien heureusement. Mais est-ce qu'elles sont plus fortes qu'avant peut-être ? Je pense qu'elles l'ont toujours été. Enfin, nous, on est spécialisé dans l'IA et dans la cyber historiquement depuis pas mal d'années. Quand vous faites de la cyber, vous avez le même sujet en fait. C'est-à-dire que certes, vous avez toujours des outils qui vous aident éventuellement à avancer plus vite, mais est-ce que vous n'êtes pas, c'est la phrase que je disais tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas en train de générer des problèmes pour plus tard ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de générer des failles parce que vous n'avez pas compris le code que l'IA vous a généré, ou en tout cas pas compris en profondeur ? D'une manière générale, depuis toute l'histoire de l'informatique, moins on comprend ce qu'on fait, plus on le paye plus tard. C'est-à-dire que ça a toujours été très facile d'avoir des outils qui vous permettaient de faire des choses très vite sans forcément bien comprendre ce que vous faisiez. Alors certes, avec l'IA encore plus qu'avant, mais c'était déjà le cas. Et donc ça fait longtemps en fait que c'est le cas qu'un mauvais ingénieur, entre guillemets, il va faire des choses qui fonctionnent, ou en tout cas il a l'impression que ça fonctionne dans la plupart des cas classiques. Et puis finalement, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas. Il y a des petites failles qu'il a laissées ouvertes qui permettent à quelqu'un de rentrer. Il y a peut-être des cas qu'il n'a pas gérés qui vont créer un risque, surtout si c'est sur un système embarqué. Et c'est peut-être carrément une notion de sécurité ou de danger qu'il peut y avoir derrière. Donc cet ingénieur qui comprend ce qu'il fait en profondeur et pas simplement qui utilise des outils magiques, elle est, je pense, fondamentale. Et on va poser une question, puisqu'on arrive, il nous reste 2 minutes 30. Je vois qu'une question est en train d'arriver, je pense que c'est en direct. Je vais la lire en même temps que vous. Pensez-vous que l'IA dans notre domaine de l'embarqué va avoir un impact majeur sur les métiers d'architecte de système? Voilà, je décrypte ce qui est en train de lire là. Qui veut prendre la main sur le sujet? Franck? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 2 choses qui vont, je pense, être plus demandées par nos clients aujourd'hui. C'est effectivement des architectes systèmes qui vont être capables effectivement d'assembler ces différentes IA ou autres briques finalement qui existaient déjà lorsqu'on faisait du langage C++ objet. C'est des objets finalement différents, mais bon. Et puis l'IVVQ ou la partie validation qui est renforcée à la sortie de l'usine où il va falloir vérifier avant de sortir les produits que effectivement c'est bien maîtrisé. Donc voilà, pour moi, je pense qu'effectivement, il y a des opportunités pour des ingénieurs augmentés d'architecture système en amont, de discuter effectivement peut-être encore plus avec le marketing, d'avoir des vraies valeurs ajoutées, de monter finalement les consultants à un niveau hyper intéressant, finalement sur quoi je pense qu'il y a une intelligence réelle et pas artificielle. Et puis à l'autre posé, à remonter du cycle en V si on est dans ce cycle-là, en tout cas sur la vérification, la certification. Moi j'ai un consultant qui vient de passer une certification, je ne savais même pas ce que ça existait, de CTIA qui permet de vérifier qu'effectivement c'est fait de façon conforme, et il n'y a que 200 ou 300 personnes en France qui sont formées à ça. Je pense que ça devrait effectivement augmenter. Il nous reste environ 1 minute. Y a-t-il des questions dans la salle? Eric, je vous donne la parole et je regarde s'il y a des questions et on la prendra après. Levez la main si quelqu'un veut intervenir. Pour l'instant, non, je reposerai la question. Je vous laisse la parole. Il y avait juste un point qu'on n'a pas abordé et qui fait le lien, je pense, très fort entre les formations et les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, la formation académique en France, c'est un vrai point fort. Je pense que ce qu'on vit actuellement va devoir la renforcer avec un élément essentiel qu'on va chercher chez nos ingénieurs, c'est le sens critique. Parce que par rapport à ces évolutions, le sens critique va devenir encore plus important. Et le sens critique, alors quand on parle de critique en France, on est perçu comme ayant un certain talent. Il y a 2 sens. Mais en critique positive, je pense que tout notre système éducatif est assez adapté. Et là, on a un moyen de le faire rebondir de façon importante. Si je peux me permettre, je suis Retailleau. tellement d'accord. Et en même temps, il est adapté, il est très bon. Mais quand même, le côté on veut apprendre beaucoup de choses fait que le temps de l'apprentissage et le sens critique au sens de se poser la question, de décortiquer, d'avoir une démarche, de reposer les points, ça demande un peu de temps dans l'enseignement. Et je pense que quand même, il faut qu'on revienne, à un moment, il y a besoin de dérouler des raisonnements, de savoir le pourquoi, pas uniquement d'aller directement au résultat, parce que c'est qu'ils doivent le retrouver, parce que le résultat qu'on va leur apprendre aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, il est différent.
Et ça, je pense qu'il faut vraiment se le rappeler et re-rappeler au niveau des formations ce point-là. Cette exigence de donner qui du existe, sens. hein, évidemment. Florian Larue, c'est important. Moi, voilà. je trouve que dans les formations là, pour les étudiants, une formation aux méthodologies centrées utilisateurs, c'est la conception centrée utilisateur, je trouve que ça apporterait beaucoup de valeur en fait aux ingénieurs. Je vous donne juste un exemple très très rapide d'une méthodologie qu'on a utilisée pour développer une IA dans le domaine de l'aéronautique. On a utilisé la méthodologie du magicien d'Oz. En fait, plutôt que de développer une IA sur laquelle on ne savait pas quels étaient les besoins et la relation entre l'humain et la machine, on a simulé une IA avec un humain derrière, donc ça nous a coûté moins cher en développement. Ça nous a permis de savoir qu'est-ce qu'attendait vraiment le pilote d'avion dans la relation et la prise de décision qu'il voulait, et ensuite développer l'algorithme. Et ce genre de méthodes qui sont très simples, pas très chères, apportent beaucoup et évitent en fait des investissements qui risquent d'être mis à la poubelle parce qu'on n'a pas pensé à ces usages en amont, quoi. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, pour cette table ronde, sauf s'il y a une question très, très courte, mais je ne vois pas de main qui se lève. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette première table ronde.